La première chose qu'il faut planter dans son jardin, c'est soi. Les scientifiques alertent, tirent la sonnette d'alarme depuis très longtemps là-dessus. On a besoin des plantes. Toute cette biodiversité qu'on peut aider, qu'on peut soutenir et qu'on peut préserver grâce à un jardin. Ça va être les lieux où l'homme va se réconcilier avec la nature. Et tant qu'on inverse le processus et qu'on se mette à vivre au rythme de la nature. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est possible. Aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel en lien direct avec la nature. Je vous emmène dans le jardin de Perchigrange, à 650 mètres d'altitude dans les Vosges, où j'ai rencontré Monique et Thierry Dronet, qui sont les créateurs de ce jardin. Vous allez le voir avec ces magnifiques images tout au long de ce podcast. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment de regarder cet épisode sur YouTube si vous nous écoutez sur Spotify. C'est une véritable œuvre qu'ils ont réalisée, où la passion a rencontré la nature et la biodiversité. Vous allez voir que leur jardin, c'est bien plus qu'un endroit où vous allez peut-être vous balader un jour le dimanche. C'est aujourd'hui une véritable réponse à la crise de la biodiversité à laquelle nous faisons tous face. Alors accrochez-vous parce que c'est un épisode vraiment passionnant, avec des prises de conscience, mais aussi beaucoup d'espoir, où vous allez en prendre vraiment plein les yeux avec ces magnifiques images. Merci d'écouter C'est possible, le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et en vidéo sur YouTube accompagné de magnifiques images. Et pour soutenir le podcast, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles et découvrez mes packs vidéo de méditation sur renevierproductiontoutattaché.com. Et bien Thierry, Monique, bonjour. Bonjour. Bonjour Loïc. Déjà, merci infiniment de me recevoir dans votre jardin, niché, on va dire, au cœur des Vosges, à 650 mètres d'altitude. Ce jardin, il a quand même une certaine histoire. Il s'inscrit aujourd'hui dans un contexte assez particulier, auquel nul n'échappe, même dans un lieu qui était encore il y a 5 ans, on se disait mais comment est-ce que vous faites avec toute cette neige ici ou ce froid pour avoir un jardin et faire, comme vous avez pu le voir avec ces belles images, avoir toute cette biodiversité. Donc il y a ce contexte du réchauffement climatique tout le monde est impacté, je pense que vous aussi, on va en reparler. Avant d'arriver à ça, on va retourner très rapidement sur l'origine de ce jardin. À la base, c'était pas du tout un lieu propice à faire ce genre de jardin. C'était une carrière, il y avait des épicéas. Je crois savoir que c'est Thierry qui est arrivé ici le premier. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'origine, comment est-ce que tu as découvert ce lieu et puis comment est-ce que est née cette histoire de jardin? La découverte du lieu, effectivement, je l'ai faite, Monique, je la connaissais pas à l'époque, mais ce lieu, je l'ai découvert par hasard, puisque je cherchais partout un peu en France. Moi, je suis pas d'ici, je viens de Bretagne, et je cherchais un coin en France qui était resté un petit peu authentique dans la forêt où je pouvais m'installer, et j'ai trouvé ici par hasard cette maison qui était à l'époque une ruine, avec 800 mètres carrés de terrain autour. Donc j'ai acheté ça parce que c'était pas cher, parce que j'ai eu un coup de foudre pour ce lieu. Ok. Tu as dit, j'aimerais aussi avoir ton sentiment, Monique, là-dessus. À la base, c'était un petit peu ce jardin, ta révolte contre le monde. Et il y avait ce côté, tu disais, voilà, je vais créer mon propre, puisque je trouve pas le bonheur dans le monde, je vais le créer ici. Je vais être volontairement provoque, mais parce que je pense que c'est une question que les gens peuvent se poser. J'aimerais vraiment avoir votre sentiment à tous les deux. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, ok, je me mets en fuite et je m'isole dans quelque chose peut-être un petit peu entre guillemets d'artificiel? Évidemment, c'est pas du tout mon sentiment, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. C'est pas du tout un isolement à mon goût, puisqu'on reçoit le public et que justement, à travers ce qu'on a réussi à faire ici, on leur démontre qu'il y a peut-être moyen de vivre autrement, de vivre sa relation à la nature d'une autre façon. Donc non, c'est pas du tout une fuite, au contraire. C'est une façon de s'exprimer pour nous, le jardin. Okay. On s'y exprime et on fait participer les gens, on le partage avec les gens en recevant le public. Okay. Non, pour moi, le jardin, c'est avant tout une création artistique. C'est vraiment un art abouti, l'art paysager. Donc, on fait intervenir toutes sortes de modes d'expression. Et en aucun cas, c'est une fuite. Non, au contraire, je dirais que c'est plus c'est une installation, au sens artistique d'ailleurs.
C'est une grande installation. C'est ça, c'est de la mise en scène. En fait, on essaie de susciter des émotions, voilà, provoquer des sensations en utilisant les couleurs, les plantes, les formes, les volumes, le son même. Et le visiteur ferait partie également de cette installation quelque part. Voilà, on amène les gens comme on anime, on travaille avec du vivant, donc le visiteur fait également partie. Il est important, il est nécessaire même, pour des raisons évidentes, mais en même temps, il y a cette notion de partage avec lui. Et non, c'est pas une fuite du tout, c'est quelque chose vraiment, au contraire, on a envie d'inviter les gens à partager avec nous cette vision, parce que voilà, de faire un jardin et utiliser en fait, bien que ce mot-là, la nature pour créer un cadre de vie propice. Je trouve les paradoxes de toute façon toujours, parce que on peut être assez souvent, tu sais, c'est tout blanc, c'est tout noir. Et là, en tout cas, dans ce jardin, on en ressort de toute façon transformé. Hein. Je vais en parler après, mais c'est à la fois un voyage pour les sens, un voyage intérieur, un partage aussi. Donc, moi, j'aime bien les paradoxes, et on est toujours, et je reprends un petit peu pour avoir lu ce très bel ouvrage que je me suis procuré ici, qui raconte un petit peu l'histoire du jardin. On est toujours, de toute façon, quand on veut faire un jardin, entre création, destruction. On est obligé, de toute façon, à partir du moment où on est humain, on respire, on va avoir un impact sur l'environnement. À partir du moment où on fait un pas, on agit sur la nature. Et justement, comment est-ce que, on va dire, votre relation, vous, avec la nature, avec le vivant, a évolué? Je sais que la question est assez large, mais je pense que ça peut être passionnant après ces plus de 30 années passées à créer cette œuvre qu'est ce jardin aujourd'hui. C'est une évolution permanente, on est tout le temps en évolution. Tout change tout le temps, nous on change constamment, la nature évidemment aussi, et en ce moment plus particulièrement parce que on a plein de questionnements par rapport à... Et là on est complètement dans un... Si tu aimes les paradoxes, là on est complètement dedans. C'est... Faire visiter son jardin au public, ça veut dire aussi arroser, ça veut dire... Il y a plein d'impacts comme ça qui sont... L'ouverture du jardin, c'est un paradoxe. Jardiner, c'est un paradoxe. Ouais, les jardins, depuis tout le temps, ça fonctionne en parallèle avec notre société. C'est une forme d'art, comme la peinture ou la musique. Bon, il y a eu les périodes romantiques, il y a eu le cubisme en peinture ou des tas de choses comme ça. Et le jardin, ça a toujours été vécu en parallèle avec nos sociétés. Donc en ce moment, les jardins, qu'est-ce que ça va être? Nous, on pense que ça va être les lieux où l'homme va se réconcilier avec la nature. Se réconcilier, parce que c'est déjà en route depuis un bout de temps. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup évolué depuis 30 ans qu'on fait ce jardin. On a d'abord essayé de collectionner des plantes. On voulait des plantes rares, on voulait des massifs blancs, on voulait des massifs bleus, des choses comme ça. Mais on a beaucoup évolué parce que notre relation à la nature évolue en même temps que la société. Donc on a vu les choses autrement. Alors les premières plantes qu'on a adoptées ici, c'était les plantes sauvages. Mais de plus en plus, elles prennent leur place parce qu'on s'aperçoit qu'on en a besoin, surtout par rapport au changement de climat, etc. C'est un atout de savoir les utiliser. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un rôle très important pour toutes les personnes qui possèdent un jardin. Même Monique m'en parlait en off, là, avant de lancer le podcast. Même si vous avez une fenêtre ou 1 mètre carré de jardin, en tout cas, je pense qu'on pourrait vraiment s'inspirer de votre expérience parce que vous avez quand même recréé des écosystèmes. On parle de biotope. J'aimerais que vous me réexpliquiez qu'est-ce que c'est un biotope pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Et qu'est-ce que vous avez appris justement de toute cette biodiversité qu'on peut aider, qu'on peut soutenir et qu'on peut préserver grâce à un jardin? Les jardiniers de France, de Navarre et du monde ont encore plus de rôle à jouer que les parcs nationaux, parce qu'on a évidemment des quantités de terre à notre disposition beaucoup plus importantes que les parcs nationaux. Les jardiniers, on a tous un petit mètre carré devant chez soi, ou même un balcon, comme je disais, ou un pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre avec un pied de lavande dedans. Ça fera toujours venir une petite abeille qui butinera. Enfin, je veux dire, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour
essayer de lutter contre cette perte de biodiversité. C'est quoi justement ce mot qui est tellement galvaudé? Ben, ça veut dire simplement, ben, il y a moins d'insectes, il y a moins d'oiseaux. Je ne saurais pas dire exactement tout ce qui disparaît ou tout ce... Mais on le sait, c'est scientifiquement, les scientifiques alertent, tirent la sonnette d'alarme depuis très longtemps là-dessus. On a besoin des plantes, elles sont absolument indispensables à notre survie, à notre vie, à notre... Donc j'enfonce vraiment la porte ouverte là. Mais... C'est un peu un sanctuaire. Vous l'avez observé, cette perte de biodiversité? Alors, pas tellement. Nous, ici, on a quand même de la chance. On a de la chance. Hein, on a quand même une biodiversité assez naturellement. Quand on est arrivé, c'était une plantation d'épicéas, donc il n'y avait pas de biodiversité, c'était de la monoculture intensive horrible. Tout avait été tué dessous. Mais en ramenant en premier les plantes sauvages, on a réussi à recréer une diversité vraiment intéressante. Par exemple, au niveau des oiseaux, c'est énorme. On a multiplié par 3 le nombre de races d'oiseaux ici. Ouais, d'oiseaux, oui. Il y avait, alors je ne sais pas si c'était un pépiniériste belge qui était venu ici, qui disait que tous les ans, il y a entre 10 et 15 espèces supplémentaires, tout confondu. Oui, c'était un passionné d'ornithologiste, d'ornithologie qui effectivement avait constaté tous les ans une évolution à ce niveau-là. Mais c'est normal, bon là le jardin il fait 3 hectares, on travaille sur 20 hectares, hein, on a 20 hectares autour et on a créé des biotopes, enfin on a remis en état des biotopes, par exemple des zones humides, hein, ou des zones très sèches, ou des taillis ou des futaies. Donc tout ça, ça crée des zones de culture, des biotopes complètement différents, où les espèces d'oiseaux vont se multiplier et vont s'installer. Et les insectes, parce que ça va ensemble. Et les insectes. Voilà. Donc tout est interdépendant. Tout part, puisque nous on est jardiniers, donc tout part des plantes au départ. Plus on va multiplier le nombre de variétés de plantes, plus on va avoir d'insectes, forcément plus d'oiseaux, plus de couleuvres, d'orvets. Donc ça commence par les plantes, et même tu avais dit par les orties. Rien que les orties, ça attire un nombre d'espèces absolument incroyable, dont toutes sont un peu interdépendantes. Ah oui, ben les orties peuvent attirer plus de 30 sortes de papillons différents, par exemple. Incroyable. Donc, voilà, parce que pourquoi ils vont sur les orties? Parce que les animaux vont pas aller chercher à manger les chenilles. Donc les papillons pondent leurs œufs dans les orties pour les protéger. Ok. Et les oiseaux n'y vont pas trop dans les orties, sauf le coucou qui, lui, il peut aller manger les chenilles, là. Donc, avoir des orties, c'est accueillir des papillons et éventuellement le coucou. Et tout dans le jardin est comme ça. Okay. Et c'est ce qui est passionnant dans le jardinage, voilà. Et les plantes sauvages, bon, ben, elles ont l'avantage de trouver elles-mêmes leur place. Donc il suffit juste d'observer qu'elles ne détruisent pas telle ou telle plante plus exotique qu'on a envie d'avoir. Donc c'est tout un... On est un peu des jardiniers funambules, on aime bien jouer avec... essayer d'apprivoiser les plantes sauvages et de réensauvager les plantes domestiques, entre parenthèses. Okay. Mais en général, ce qu'on constate, c'est qu'il vaut mieux avoir des plantes sauvages bien dans leur basket qu'une plante exotique qui souffre du mal du pays. En fait, on est un peu des saltimbanques, les jardiniers. Hein, c'est un peu ça, on fait du funambulisme et on fait de la provocation aussi. Parce que, par exemple, en bas, dans le jardin bohémien, on a un massif d'orties. Donc un massif d'orties dans lequel on a planté pour, encore une fois, pour attirer aussi, et puis pour attirer le regard, et puis parce qu'un jardinier, c'est avant tout quelqu'un qui travaille pour l'esthétique, ne l'oublions pas. On a mis des monardes rouges qui sortent au milieu des orties dont la fleur est un peu élancée et grise un peu. Donc c'est assez joli de voir ces monardes qui émergent en fait de ces massifs d'orties. On crée quelque chose avec une plante que personne n'aime. Tout le monde la déteste, l'ortie, la trouve moche. Mais non, elle n'est pas moche. Elle est simplement mal utilisée. On peut très bien l'utiliser autrement.
en l'arrachant et en faisant des soupes. C'est bien la soupe, mais bon, il n'y a pas que... Nous, on est dans un jardin d'abord. Oui. Donc, c'est l'esthétique, c'est ça qui compte. C'est faire son chemin dans la nature en gardant toujours à l'idée que, voilà, on provoque dans ce jardin le rêve, les gens viennent rêver, viennent oublier leurs soucis. C'est comme un film, on déroule un film. Et quand on ressort de Berchégrange, ben, on a oublié ses problèmes, on est bien, tout simplement. On partage cette béatitude un peu peut-être naïve, qui est nécessaire à la vie, quoi. Les gens sont heureux quand ils viennent dans notre jardin. Tu sais, quand je t'écoute, et je parlais au début volontairement de façon provocatrice, peut-être maladroite, en disant mais est-ce que c'est pas artificiel ici? Et en fait, en t'écoutant, je me dis mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt ces tours bétonnées à l'extrême où à Paris on a fait des études dans les endroits les plus bétonnés, ça atteint 50 degrés au sol. Est-ce que finalement le monde artificiel il est pas là? Et quand on revient ici, on retrouve, ce que tu parles de cette innocence naturelle, cette joie naturelle. C'est une joie naturelle d'aller dans un jardin. On est tout simplement bien. On est fait pour sans être... rien faire en plus. Mais oui, il ne faut pas chercher à faire des recherches. Voltaire le disait bien. Il a quand même terminé sa vie de philosophe à Ferney, à créer un jardin. Les plus grands cinéastes comme Derek Jarman, la dernière chose qu'il ait fait, alors qu'il est un grand créateur, un peintre, un cinéaste reconnu, mais la dernière chose qu'il ait fait, c'était un jardin. Quand il s'est su malade, son issue était quasiment certaine, il a voulu créer un jardin. Ça a été sa dernière œuvre. Et donc, Voltaire, entre autres, pour être heureux, ça c'est Cicéron qui le dit, pour être heureux, la quête du bonheur. Bon, là aussi, on enfonce, hein, c'est quelque chose un peu d'une grande naïveté, mais néanmoins, voilà, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Un jardin et une bibliothèque. Et il y a quand même deux citations moi, qui m'ont particulièrement marqué. J'aimerais qu'on revienne dessus. Je pense que la première, c'est la vôtre. C'est « La nature se fait jardin lorsque l'homme y fait son chemin ». Est-ce que, là, c'est moi qui vais être naïf, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où on est dans la nature, on marche, on avance, c'est là que ça devient un chemin, c'est une relation avec la nature, avec les plantes, avec les végétaux, les oiseaux, le bruit, les couleurs. Et quand l'homme n'intervient pas, c'est la nature. Mais quand quand on y rentre, quand on avance dans la nature, pour moi, c'est déjà un jardin. Ok. Donc finalement, on s'imagine des fois qu'il faut faire des grandes choses pour faire un jardin. On se met une espèce de pression, de comparaison un peu malvenue. Et en fait, non. Non, il y a des grands fous qui font des grands jardins, on en connaît. Et il y a d'autres personnes qui vont juste avoir un tout petit jardin, ou d'autres qui vont juste aller dans la nature. Mais à partir du moment où on chemine, on se connecte avec la nature, on est dans un jardin. L'Éden, c'était pas un jardin organisé forcément. Alors ça peut être un jardin très organisé. On a été très très loin à ce niveau-là. Si on prend les jardins à la française, mais ça a été fait par un roi un peu fou qui voulait montrer au monde qu'il était capable d'imposer la ligne droite et géométrique à la nature. Mais bon, après il y a les jardins à la Rousseau, c'était des jardins différents. Voilà, le deuxième volet de cette expression, la nature se fait jardin quand l'homme y fait son chemin, ça veut dire que le jardin n'est jamais fini, c'est un chemin. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on définit, c'est quelque chose qu'on vit. C'est un mode de vie, faire un jardin. Donc on évolue vraiment, on est indissociable de son jardin. Ah bah voilà, oui, absolument. J'imagine que Monique, pour revenir sur cette citation, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire en plus ou Oui, pour moi, c'est toujours et avant tout l'aspect esthétique, encore une fois. Le côté faire un jardin, c'est aussi aller vers une quête de beauté. Cette beauté, on y travaille, en fait, quand on fait un jardin. On va essayer d'associer les plantes, de les mettre en harmonie.
l'harmonie, la quête de l'harmonie. C'est quelque chose qui est nécessaire aussi enfin, qui rend heureux d'être dans la quête de l'harmonie. Et en tout cas, d'essayer de la trouver et euh, oui, d'en trouver ce chemin donc vers cette quête, c'est quelque chose qui amène le bien-être, tout simplement, parce que on est bien dans un beau lieu. Vous avez quand même peut-être des rôles assez précis, parce que je ne l'avais pas encore dit, mais vous êtes donc en couple, vous faites ce jardin ensemble, c'est aussi une œuvre, c'est vraiment une œuvre collective. Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles? Est-ce que chacun a bien un domaine d'intervention différent? Ou c'est à peu près la même chose? Comment est-ce que vous vous organisez concrètement? Parce que je pense qu'aussi, vous vivez à travers cette expérience de jardin, de reliance à la nature, une expérience de deux êtres humains qui se sont unis pour faire cette œuvre. Et je pense qu'il y aurait pas mal d'apprentissage aussi sur comment créer une relation harmonieuse. À l'heure aujourd'hui, on a parlé de réchauffement climatique, mais je pense qu'il y a des pertes de repères, des pertes de valeurs aussi dans les couples. On parle aujourd'hui de relations Kleenex, dès qu'il y a des difficultés, on s'en va. Alors, du fait de votre situation, ça me tend un petit peu une perche pour vous demander, comment faire pour... qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 30 et quelques années pour, pour cheminer ensemble? Je mentirais en disant que tout est toujours merveilleux. On n'est pas chez les bisounours, hein, pas du tout. Mais je pense que c'est avant tout un respect mutuel et une admiration mutuelle. Je pense que c'est basé sur c'est les deux bases fondamentales d'un couple qui dure, c'est d'abord et avant tout de se respecter et de quelque part admirer l'autre pour ce qu'il fait, pour ce qu'il sait faire, pour ce qu'il a déjà fait. Travailler dans un même projet, ça aide. Voilà, des projets. Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avoir un projet, un grand projet, à l'intérieur duquel il y a plusieurs petits projets, avec des étapes. Et il faut un grand projet qu'on n'atteindra peut-être jamais. Là aussi, on peut dire, c'est un chemin, justement. On est sur un chemin, donc on avance. Donc on n'est pas l'un contre l'autre, on regarde ensemble dans la même direction. Donc il faut toujours des projets. Après, on a chacun donc effectivement des rôles. Bon, ça va être Thierry, ça va être plus tout ce qui est construction, structure, les grandes lignes de paysage, c'est Thierry. Thierry, c'est le paysagiste du duo. Et moi, je serais plus la décoratrice, la peintre, la coloriste et surtout la plante. La femme des plantes, c'est moi. Ça, je dois dire, les plantes, j'aime les plantes fondamentalement depuis toujours. Et Thierry, lui, il est vraiment quelqu'un qui a une vision. C'est le visionnaire. C'est- Thierry, il a vraiment un talent inné pour voir les choses. Moi, je ne sais absolument pas structurer l'espace. Je suis nulle en espace. Tu me dis 3 mètres sur 2, je te regarde d'un oh, c'est quoi? Alors que parle-moi de couleur, parle-moi de texture. Chacun son. Voilà. On a appris tous les deux à voir à travers les yeux de l'autre, quand même, depuis le temps. Oui, et puis c'est confortable de pouvoir te concentrer sur un domaine où tu es plus à l'aise, que tu aimes mieux, et de savoir qu'à côté, il y a quelqu'un qui va euh, s'occuper de tout ce que toi, tu t'es pas le meilleur là-dessus. Ça permet d'optimiser chacun sa partie. On a envie de dire que c'est quelque chose de permanent, c'est un fil qui est toujours là. Ok. Donc qui est permanent et qu'on respecte et qu'on entretient. En fait, notre relation, on l'entretient comme notre jardin. Ah, mais c'est vraiment comme deux plantes qu'on a associées parce qu'on trouve que ça va bien ensemble. Et une année, il y en a une qui pousse trop, qui va manger l'autre, donc il faut réduire un petit peu. Donc c'est toujours ça, toujours en permanence. Mais il n'y a jamais rien d'acquis. Il faut toujours se remettre à l'ouvrage. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on maintient. Pour revenir sur la nature, ça fait 30 ans donc que vous cultivez ce jardin. Vous avez dû apprendre énormément de choses sur les plantes, sur comment fonctionne la nature, sur l'interdépendance. Et en même temps, j'ai l'impression que plus on apprend quelque chose, plus on se dit en fait il y en a à apprendre. Tout à l'heure, on parlait d'une petite plante qui m'a émerveillé.
sur sa capacité à se reproduire, que tu pourrais nous montrer l'intelligence absolument incroyable de la nature. Oui, ben voilà, cette graine en fait, Stipa barbata, son nom, et ça c'est la graine. On imagine une touffe comme ça où il y en a une trentaine, quarantaine en haut de c'est une graminée en fait, en haut de cette graminée. Et forcément avec cette petite ailette là, une fois que c'est mûr et bien sec, c'est emporté par le vent. Et la forme arrondie fait que cette plante elle se met à tourner, à monter, voilà, en l'air, elle vole littéralement. Et si on regarde bien, la graine est là et elle est un peu plus lourde que le reste. Donc quand elle va retomber sur le sol, Oui. elle va toujours retomber debout. Comme elle est très pointue, elle va se ficher dans le sol. Et si on voit de près, tout le reste de cette tige-là est torsadé, ce qui fait qu'elle va rentrer doucement dans le sol parce que le vent continue à la faire tourner quand elle arrive sur le sol. Et elle va aller s'installer à la distance idéale pour qu'elle puisse germer. Voilà. Donc ça, parfois, effectivement, quand on jardine, on regarde ces choses-là et on se dit s'il n'y a pas de l'intelligence derrière tout ça. Oui, ça nous évoque une sorte de... Enfin, je dirais que on n'est pas, on n'est pas les maîtres du monde, hein, les humains, voilà. Je me dis, bon, quelque part, on n'en est que les artisans. On doit rester modeste vis-à-vis de tout ça. Voilà. Je pense que les plus beaux jardins, malgré tout, les études, là je vais mettre du jaune à côté du rose, les jardins spontanés. Depuis qu'on laisse le jardin vraiment s'exprimer, je trouve que c'est encore plus intéressant qu'avant. Il y a 30 ans, vraiment on mettait les plantes bien alignées, on avait ce côté, cette prétention de créer quelque chose de beau comme ça, parce que c'est nous qui avions décidé. Et en fait, moi, je m'aperçois que les plantes se ressèment d'elles-mêmes, elles vont se mettre au bon endroit, et des fois on a des jardins spontanés qui sont magnifiques. Voilà, c'est ça qui est... Il faut garder vraiment cette modestie. Les plantations, les forêts, on s'est aperçu, on a planté des épicéas de façon incroyable, c'était une vraie folie. On a détruit, voilà, et maintenant les maladies se transmettent beaucoup plus rapidement. Et là, les épicéas maintenant sont coupés. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place et on repart dans le même système qui est pas bon. Parce que si on laisse la nature faire, si on laisse pousser ce qui vient, fatalement, la plante qui va venir là, l'arbre qui va venir là, il est venu au bon endroit, il l'a choisi de lui-même. Et c'est comme ça qu'on doit réagir par rapport au réchauffement climatique, à mon avis. Ok. Est-ce qu'on pourrait aller tout petit peu plus loin là-dessus? Là, j'aimerais vous offrir un petit peu la parole. Peut-être que vous avez commencé à l'évoquer, vraiment sur ce qui vous tient à cœur, sur un message que vous aimeriez faire passer, que ça soit, je dis à tout le monde, hein, ça peut être à des élus, à nous, citoyens, par rapport à tous les défis, par rapport à vos apprentissages. Voilà, j'aimerais vraiment vous écouter un petit peu plus. Voilà, Thierry, tu viens un petit peu de le faire, en réinvitant un peu à ce bon sens, à ce respect de la nature, et plutôt de se mettre au service et d'apprendre. Voilà, si vous avez je sais pas, un cri du cœur ou quelque chose que vous aimeriez dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est ce qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure. Hein. Si on prend tous les jardins privés, ça représente une surface plus importante que les parcs naturels. Oui. Donc si on s'y met tous, si on donne 1% de notre jardin, ça fait des petits... qu'on laisse pousser, qu'on laisse à la nature, ça va être une action, tous, on a notre possibilité d'agir par rapport au changement climatique. Parce qu'à partir du moment où on laisse un coin de son jardin, qu'on l'abandonne, qu'on l'offre à la nature, ou qu'on laisse la nature revenir, il va y avoir une diversité qui va s'installer, et tout ça, ça va être important pour lutter contre le réchauffement climatique. Moi, c'est vraiment la phrase de Proust, hein, donc, qui dit... Allons-y, la deuxième citation. Voilà, oui, qui est le seul, l'unique, le vrai voyage, c'est changer de regard.
Donc changer le regard sur justement ce qui est beau et ce qui doit être fait. Par exemple, ces jardins propres-net là qu'on voit partout, où les gens s'imaginent naïvement qu'ils vont garder leur jardin bien propre, bien net, mais ils oublient que, eh ben, il y a des petites feuilles qui peuvent tomber dans les cailloux, que les petits oiseaux aussi vont faire des petites déjections sur la petite feuille, et qu'au bout d'un moment, ben, il y aura bien quand même une graine qui va venir voler dans tout ça, et une mauvaise herbe, qu'ils appellent une mauvaise herbe, va pousser dans leurs beaux cailloux tout blancs. Et donc, malgré leur voile anti-germination ou leur film ou leur je sais pas quoi qu'on a mis en dessous des cailloux, bien sûr, hein, parce que là, donc de toute façon, on va finir par devoir nettoyer son jardin. C'est quoi nettoyer son jardin? C'est ça, vous réfléchissez à ça. C'est quoi vraiment avoir quelque chose... la beauté, elle n'est pas dans la propreté, elle est dans... Bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine rigueur. Par exemple, nous, ici, on a un gazon qui est magnifique, tout le monde s'extasie devant ce gazon. Mais on le réduit comme peau de chagrin tous les ans. On n'en fait plus qu'un chemin maintenant. Et parce que justement, ce qui est intéressant, c'est ce contraste entre ce gazon bien net, la haie bien nette tout autour, mais le milieu, le reste, laisser s'exprimer les plantes. Et en même temps, planter plein de choses. Parce qu'au plus vous allez en planter, au plus vous allez avoir de bonnes surprises, au plus les choses vont s'interconnecter entre elles. Donc d'y aller, ce sera un petit peu la dernière partie là, de notre échange, le côté un peu pratico-pratique, pour quelqu'un qui se dit, voilà, je suis plein de bonne volonté, mais par où je commence, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, première chose, observez ce qui se passe autour de chez vous. Voilà. Hein, donc vous avez un terrain tout neuf, là, bon. Évidemment, si c'est une maison neuve avec tout a été retourné, c'est un peu embêtant. Mais par contre, si c'est une vieille maison, eh bien, vous laissez déjà regarder, vous observez pendant un an ou deux ce qui pousse, voilà. Et vous faites un chemin dedans avec votre peut-être une tondeuse malgré tout. Il faut quand même bien. Oui, oui. Pouvoir Bon. déambuler. Et donc, on va regarder, on va d'abord observer, gardez cet œil d'enfant, émerveillez-vous sur ce qui vous entoure. Okay. Voilà. Alors, Et surtout, quand vous aviez 7-8 ans, tous les enfants ont fait ça, des petits jardins miniatures dans leur cour, sur leur balcon. On avait tous envie de faire des petits mondes. C'est ça, un jardin, c'est un petit monde. Et bien, ce petit monde-là, vous allez le recréer dans votre jardin. Redevenez un enfant. Voilà. La première chose qu'il faut planter dans son jardin, c'est soi. C'est se planter, c'est se tromper. Voilà. C'est comme ça qu'on va apprendre, quoi. Cheminer. Voilà. Cheminer, encore une fois, chemin. Je trouve ça très intéressant que vous me disiez, voilà, on va mettre de côté les conventions des jardins les plus esthétiques, de la part, mais je trouve ça génial en fait. Je crois que vous avez reçu, j'ai vu ça dans le jardin, le prix du plus beau jardin de France en 2005, et que vous arriviez à dire ça, mais je trouve ça génial de s'affranchir un petit peu des règles et de pas être dans cette espèce de comparaison, d'oser se tromper. J'adore. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est toujours pas, on est toujours renvoyé à soi, hein. Le manque de confiance en soi, la comparaison, mais est-ce que je fais bien, je me culpabilise. Comment est-ce qu'on fait parce que ici à la base, c'était vraiment impropre pour faire un jardin, il y avait plein d'épicéas. Je pense que vous êtes des galères, vous avez dû en rencontrer, beaucoup. Comment on fait pour garder ce qu'on appelle la foi, confiance, et persévérer quand on a un projet qui peut sembler un peu fou comme ça? Alors, c'est sûr que là, moi, j'aurais presque envie de pas être trop optimiste, hein, mais bon, c'est pas l'idée, mais il faut être réaliste. Quels avenirs il y aura pour les jardins, en règle générale? Je pense qu'il faudra encore des fous comme nous, il faut des jeunes. Moi, j'invite vraiment les jeunes à venir nous rejoindre, parce qu'on a besoin de fous. Il faut des fous, quoi. Il faut arrêter d'être... Les gens viennent ici, la première chose qu'ils me disent, au lieu de dire « Oh, que c'est beau, ce que vous avez fait », ils nous disent « Oh, quel travail! Oh, quel travail !» Mais arrêtez avec ça. C'est un travail, bien sûr que c'est dur, mais c'est bien le travail. C'est ça que j'ai envie de dire, moi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être bien le travail. Ah ben, c'est une passion, hein. Mais le travail, c'est bien sûr, ça demande du travail, mais quel bonheur aussi d'avoir fait ça. Qu'est-ce que c'est bien de vivre là.
Enfin, moi, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Venez nous joindre, les jeunes. N'ayez pas peur. Merci de me tendre cette perche parce que quand j'ai visité ce jardin avec mes parents, c'est là qu'on s'est rencontrés, à la fin, on est silencieux. En tout cas, moi, ça m'a fait cet effet. On ne parle plus. Il n'y a plus besoin. Ou alors, on chuchotait vraiment tellement on était imprégné par la beauté et par quelque chose qui nous dépasse, hein, la puissance de la nature. Et cette harmonie qu'on retrouve, parce qu'on vient de la nature. Et quand tu parlais de travail, ça me permet de saluer, parce que je pense que aussi cette émission, elle existe grâce à la personne dont je vous ai parlé, Bruno Lallemand, qui m'a transmis la méditation et qui transmet à beaucoup de personnes le fait de se relier à la nature. Et beaucoup aussi, oula, s'il faut que je rajoute de la méditation dans ma vie, pour prendre cet exemple, hein, ça peut être de la peinture ou autre, oula, mais c'est encore du travail. Mais comme tu le dis, mais non, ça peut être un effort joyeux, plaisant. Un enfant, il a une débauche d'énergie incroyable, mais il est dans la joie. Mais bien sûr, Merci de nous rappeler ça, Monique. le travail, c'est aussi la joie et le bonheur de faire quelque chose de sa vie. En tout cas, quand on voit votre jardin, on sent cette créativité, cette joie, cette expression. Maintenant, je vous retends encore une fois symboliquement le micro pour le mot de la fin. Comment est-ce que vous aimeriez conclure cet échange, moi, qui m'a vraiment passionné? On pourrait encore faire longtemps, mais Ah ben moi, ce serait de dire, visiter des jardins, aller les voir les jardins, parler avec les jardiniers, hem, continuer à à faire vivre, cet art, qui est un peu en danger. Parce que justement, il y aura de moins en moins de gens qui voudront consacrer leur vie entière à faire ça. C'est voilà. Maintenant les gens bougent, les gens veulent vivre des expériences. Nous, on sort pas beaucoup, on est tout le temps ici. On a consacré notre vie, c'est une sorte d'apostolat, être jardinier quelque part. C'est ça j'ai envie de dire, venez encourager les gens, allez visiter les jardins. et si on veut venir visiter celui-ci, alors, ou en savoir plus, qu'est-ce Alors, qu'on peut faire? alors après, les gens qui viennent, prenez votre temps, hein, surtout, c'est ça. Ça coûte cher l'entrée de notre jardin. C'est un truc qui me dérange un peu aussi, mais il faut qu'on puisse faire vivre toutes ces structures mais ils restent pas assez longtemps. Quand ils vont au cinéma, ils restent 2 heures. Bah, ici, c'est le prix d'une belle entrée dans une belle salle. Bah, donc prenez le temps. Il y a une cabane de lecture, posez-vous. Revenez sur vos pas. Ne suivez pas forcément la ligne du plan qu'on vous a donné à l'entrée. Faites des allées et venues, retournez, revenez-y à toutes les saisons. Là aussi, une des règles, ne venez pas chercher la perfection tout le temps, le meilleur jour. On nous pose la question, quand est-ce qu'il faut venir pour savoir quand est-ce que c'est le plus beau? Mais le plus beau, c'est dans vos yeux, c'est le jour où vous êtes prêt à recevoir ce jardin. C'est pas lui qui est beau, il est toujours beau. Si vous êtes prêt à le voir beau, forcément. Et donc, il n'y a pas de saison non plus. Bon, nous, on s'arrête au mois de septembre, la fin du mois de septembre. Mais il peut être beau à n'importe quel moment, même sous la pluie battante. On a créé un jardin de pluie pour ça, d'ailleurs, parce que, voilà, on voulait que les gens comprennent qu'il est beau même s'il pleut. Il n'y a pas de mauvais moment pour visiter un jardin. Tout est une question de regard, C'est encore une juste fois. une question de regard. Merci, Marcel. Merci, Marcel. Ouais, moi je dirais que on vient de passer des décennies et des décennies à essayer d'imposer notre rythme à la nature. Et je crois qu'il est temps qu'on inverse le processus et qu'on se mette à vivre au rythme de la nature. Merci infiniment pour cet échange vraiment très riche qui nous invite. Je trouve que c'est une très jolie invitation que vous nous faites en fait. Vous nous ouvrez la porte, à nous maintenant de la franchir, de faire notre pas. Vous avez fait, on va dire, votre part, votre colibri, comme dirait Pierre Rabhi. À nous de faire le nôtre aussi, à notre niveau, et puis il suffit de faire un premier pas. Merci infiniment pour votre invitation. Merci. Merci aussi, Loïc. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que la conversation vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à liker et à activer, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour recevoir directement les prochains épisodes dans votre boîte mail. Si vous écoutez ce podcast en audio, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles, à vous abonner, ça m'aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à découvrir les packs vidéo de méditation sur renevierproduction.com,
RENEVIER production au pluriel.com, tout attaché. Les packs vidéo de méditation que j'ai réalisés, j'ai filmé Bruno Lallemand lors de plusieurs stages de méditation avec lui et j'en ai fait des packs vidéo pour vous offrir vraiment une expérience à vivre depuis chez vous, de retour à vous-même, de paix, de sérénité. Vous allez voir, c'est absolument sublime, il y a des images incroyables, des musiques. Vous allez retrouver donc la paix, la sérénité et le tout en vivant une expérience absolument incroyable depuis chez vous, retrouver du sens. Il y a des sujets vraiment profonds qui sont abordés, le sens de la vie, la confiance en soi, les difficultés, la mort. Vous allez voir, c'est vraiment très riche, donc rendez-vous sur renevierproduction.com. Voilà, encore un immense merci à mon invité du jour, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est possible.